Dans la dernière vidéo, on a vu qu'on utilisait des OGM dans la recherche fondamentale, dans le milieu médical, dans l'industrie, mais surtout dans l'agroalimentaire. Et en premier lieu, ça concerne les plantes. Alors qu'en est-il de ces plantes génétiquement modifiées ? Avant tout, précisons qu'on n'a pas attendu les OGM pour vouloir améliorer la production des cultures. C'est une préoccupation qui ne date pas d'hier. Pour le blé, par exemple, ça fait 10 000 ans qu'on y travaille. Comment ça ? Juste en sélectionnant les plants les plus performants et les graines les plus prometteuses pour les replanter l'année d'après. Avec cette sélection, d'année en année, petit à petit, les variétés s'améliorent. Avant, la sélection était assez simple. Elle consistait juste à sélectionner parmi les plants ceux qui résistaient le mieux aux maladies, ceux qui donnaient les plus gros grains, ceux qui donnaient le plus de grains, ou encore ceux qui donnaient les grains les plus lourds. Ça, c'est ce qu'on appelle la sélection massale. Aujourd'hui, les céréales que nous mangeons sont toujours issues d'une sélection. Mais avec le renfort des connaissances en biologie, les techniques sont un peu plus élaborées. On ne se contente plus de mettre de côté les plants qui paraissent les plus productifs, on crée nous-mêmes de nouvelles variétés en faisant se reproduire entre elles des variétés différentes dont le croisement pourrait potentiellement donner une nouvelle variété plus intéressante. Schématiquement, imaginons qu'on ait une variété de blé hyper productive. Il y a beaucoup de grains sur chaque épi, les grains sont gros et ils sont lourds. Petit problème, cette variété a la particularité de développer très facilement la fusariose, une maladie qui rend les grains de blé inconsommables. En croisant notre variété hyper productive avec une autre variété qui de son côté résiste particulièrement bien à la fusariose, on peut potentiellement créer une nouvelle variété de blé qui cumule les deux avantages. Aujourd'hui, il y a plusieurs grandes compagnies spécialisées dans la sélection qui se chargent de ce travail. À force de croisements répétés et méthodiques, elles tentent d'obtenir des variétés avec des meilleures caractéristiques. Meilleur rendement, qualité nutritive améliorée, résistance aux ravageurs, résistance aux intempéries, le but étant d'obtenir des plantes à plus haute capacité de rendement. Alors oui, vous allez me dire, cool, mais quel rapport avec les OGM ? Eh bien le rapport, le voilà le rapport. Le rapport, c'est que la transgénèse va dépasser cette sélection classique. Avec les OGM, on ne cherche plus à transmettre les gènes avantageux par croisement à tâtons, on va chercher le gène d'intérêt directement dans le grand répertoire du monde du vivant. On n'est plus limité à rechercher un gène dans un plant parent, on peut dépasser la barrière des espèces. C'est simple, avec la transgénèse, on n'a qu'à se servir dans l'immense bibliothèque de gènes qui regroupe tous les gènes de toutes les espèces vivantes. On va alors voir apparaître dans les années 90 les premières plantes génétiquement modifiées destinées à l'alimentation. Il en existe alors de deux catégories, les OGM conçus pour pouvoir tolérer un herbicide et ceux conçus pour produire eux-mêmes leur propre insecticide. Ces deux types d'OGM, on les appelle souvent les OGM de première génération. Aujourd'hui, ils représentent à peu près la quasi-totalité des cultures transgéniques. Alors c'est quoi exactement ces deux types d'OGM ? Tout d'abord, les plantes qui résistent à un herbicide. Pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, ce sont des plantes qui ont été modifiées génétiquement afin de pouvoir résister à un herbicide particulier. Ça a l'avantage, lorsqu'on traite la culture par épandage, de tout faire partir sauf la plante voulue. C'est la société Monsanto qui a été la première à créer ce type d'OGM. Elle a tout d'abord modifié les caractéristiques génétiques de la plante pour qu'elle résiste à une molécule herbicide précise, le glyphosate. Donc en fait la modification consiste juste à ce que la plante produise une nouvelle protéine qui annule l'effet du glyphosate. En parallèle, la compagnie a produit un herbicide fabriqué à base de glyphosate, et c'est le fameux Roundup. Du coup, les deux vont ensemble, l'herbicide et la plante résistante à l'herbicide, et c'est ce qu'on appelle la technologie Roundup Ready. Quand on traite la culture au Roundup, toutes les mauvaises herbes sont tuées, mais la plante transgénique qui a désormais un gène de résistance au glyphosate, elle s'en sort indemne. L'avantage, c'est qu'avec cette technologie, on n'a plus besoin d'utiliser divers produits traitants, un seul suffit. Et ça permet aux agriculteurs de gérer plus simplement et plus efficacement leur épandage d'herbicides. Après le Roundup Ready de Monsanto, Bayer Crop Science, une autre compagnie semencière, s'est aussi lancée de son côté dans la production de cette technologie. Sauf que eux, ils ont donné la capacité de résistance non pas au glyphosate, mais au glufosinate. Et l'herbicide qui contient ce glufosinate, c'est le Liberty.
il existe du maïs, du soja, du canola, du lin, du coton, de la luzerne, du riz et de la betterave sucrière tolérant à un herbicide. Aujourd'hui, ce type d'OGM représente à peu près 63% des plantes transgéniques commercialisées. Pour les plantes qui produisent un insecticide, le fonctionnement et les finalités sont tout à fait différentes. Alors que pour les OGM herbicides, on avait introduit un gène permettant à la plante de résister à un herbicide, là, on a ajouté un gène qui donne à la plante la capacité de produire son propre insecticide. Plus concrètement, reprenons notre exemple du maïs. Cette fois-ci, il n'est plus étouffé par les mauvaises herbes, mais il est sujet au ravage de la pyrale, une chenille qui se nourrit de la tige de la plante. Pour l'éliminer, la méthode traditionnelle consiste à utiliser un insecticide, et notamment un insecticide contenant des toxines de la bactérie Bt. La bactérie Bt, ou Bacillus thuringiensis, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on en a déjà parlé. On la retrouve dans les sols, et elle a la capacité de produire une protéine toxique pour les insectes qui les ingèrent. Cette protéine, elle s'appelle Cri1AB. Donc une fois qu'on a transmis à notre plant de maïs le gène de la bactérie Bt qui est capable de coder la toxine Cri1AB, c'est notre plant de maïs qui devient capable de produire les toxines tueuses d'insectes. À partir de là, le maïs Bt peut lutter par lui-même contre ces ravageurs. Les pyrales qui vont vouloir se nourrir du maïs vont aussi intégrer les toxines qu'il produit, ce qui va tout simplement les tuer. Comme c'est une protéine qui est toxique pour de nombreux insectes, on retrouve les gènes de Bt dans de nombreux OGM. Il existe donc des betteraves Bt, du coton Bt, des pommes de terre Bt, des tomates Bt et du soja Bt. En tout, ce type d'OGM représente 16% des plantes génétiquement modifiées commercialisées en 2013. On voit donc qu'à eux deux, les OGM herbicides et les OGM insecticides représentent la majorité des cultures mondiales d'OGM. Les autres, c'est ce qu'on appelle les OGM de seconde génération. Ils ont d'autres caractéristiques, par exemple, certains ont pour objectif de donner un avantage nutritionnel. C'est le cas du riz doré, à qui on a donné par modification génétique la capacité de produire de la vitamine A. Les carences en vitamine A étant cause de cécité à grande échelle dans de nombreux pays, le riz doré est présenté par ses producteurs comme une solution à ce problème. D'autres ont été modifiés pour pouvoir résister aux virus, d'autres pour pouvoir s'adapter à leur environnement, comme à des sols trop salés, à des périodes de gel ou à des périodes de stress hydrique. Il y a aussi les OGM qui cumulent les deux caractéristiques des OGM de première génération. C'est-à-dire que d'un côté, ils produisent leur propre insecticide, et de l'autre, ils résistent à un herbicide. Ici, on peut citer par exemple le maïs Smart Stax, développé encore une fois par Monsanto, à qui on a transféré 8 gènes étrangers, ce qui lui permet de résister à 2 herbicides et produire 6 insecticides différents. Mais actuellement, à part ces derniers, la majorité des OGM de seconde génération ne sont pas encore cultivés ni commercialisés, mais sont en projet ou en cours d'élaboration. Alors ça s'explique notamment par le fait qu'intégrer ce type de caractère à la plante est beaucoup plus compliqué que les caractéristiques qu'on a introduites aux premières générations, parce que ces modifications dépendent de caractères métaboliques complexes qui n'impliquent pas qu'un seul gène. Petite conclusion à tout ça. On a bien vu que le terme OGM englobe des réalités loin d'être identiques. Il faut être conscient que quand on parle d'OGM, ça peut inclure le vaccin contre l'hépatite B, des plantes qui produisent des biocarburants, un maïs destiné à l'alimentation capable de résister à un herbicide, un poisson qui atteint sa taille adulte en 2 fois moins de temps, ou une simple modification de cellules dans un laboratoire. Or, quand on parle d'OGM, on a tendance à tout mélanger et à ne pas les distinguer. On ne prend pas en compte le fait qu'ils existent de manière différente, alors que les enjeux et les problèmes qui se posent derrière ne sont pas les mêmes. On pourrait très bien être contre un mode d'utilisation des OGM et être complètement favorable à un autre. La généralisation n'a donc pas de sens. C'est pour ça que nous, on ne va pas généraliser. Comme le gros du débat tourne autour des OGM destinés à l'alimentation, on va suivre le débat et on va se recentrer sur ce point. Alors on ne va pas non plus parler des animaux transgéniques, bien qu'il y en ait qui ont vocation à se retrouver dans nos assiettes, tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore commercialisés. On va se focaliser uniquement sur les plantes génétiquement modifiées destinées à l'alimentation. On va là où il y a débat.